8 juillet 2009. Lors de débats tendus au Sénat sur la loi Hadopi, le sénateur Jacques Ralit clame « Le texte d'aujourd'hui est Hadopire. Vous n'aurez qu'une victoire à l'Hadopyrus ». Il évoque ainsi le général épirote Pyrrhus et la fameuse expression « victoire à la Pyrrhus », qui évoque une victoire où le vainqueur a plus perdu que le vaincu. Ce grand général est en effet connu pour sa guerre contre la République romaine en pleine expansion, mais n'est jamais parvenu à s'imposer contre elle, malgré de grands succès. Nous verrons dans cette vidéo le parcours de Pyrrhus, roi d'Épire, qui voulut unifier la Grande Grèce, mais qui se heurta à une république romaine voulant imposer sa domination sur la péninsule italique. L'Épire est la province côtière la plus à l'ouest de la Grèce. Aujourd'hui, ce territoire est partagé entre l'Albanie et la Grèce. C'est une région avec un relief escarpé et montagneux, ce qui donne une démographie inégalement répartie et qui isolait les Épirotes du reste de la Grèce. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est la tribu des Molosses qui arrive à fédérer ce royaume. Pour légitimer leur pouvoir, ils vont se rattacher au fils d'Achille, Néoptolème ou Pyrrhus. Le royaume va prendre de l'importance au 4e siècle avant Jésus-Christ, avec l'accession au pouvoir d'Alexandre Ier le Molosse, qui régna de -342 à -331. Ce roi va s'intéresser à la Grande Grèce, qui comprend le sud de l'Italie et la Sicile, qui étaient les principales zones de la colonisation grecque. À cette période, des troubles éclatent dans la région entre les populations autochtones et grecques. Il débarque en -334 sur la péninsule italienne et s'allie aux cités grecques pour lutter contre les Lucaniens. Il remporte quelques succès et entreprend des relations diplomatiques avec les Romains et Métapontins, mais en -331, après la prise d'Héraclée, il se fait assassiner en traversant une rivière, ce qui met fin aux revendications épirotes dans la région. Il faudra attendre un demi-siècle pour qu'un roi d'Épire tente de reconquérir ces territoires, et ce roi est Pyrrhus. Pyrrhus est le fils d'Éacide, roi d'Épire, qui régna de -323 à -317, avant de se faire renverser, puis de retrouver le trône en -313. Lors du détrônement, Pyrrhus est envoyé en Illyrie où il y sera élevé. Et à ses 12 ans, il est placé par le roi illyrien sur le trône d'Épire en -306, après la mort d'Alcétas II, le frère d'Éacide. Pyrrhus restera sur le trône pendant 4 ans, mais alors qu'il assiste à un mariage en Illyrie, son peuple se révolte et Néoptolème II reprend le pouvoir. Néoptolème II est le fils d'Alexandre Ier le Molosse. Il est placé à la mort de son père sur le trône, mais il est écarté en raison de son trop jeune âge. C'est lui qui avait régné après qu'Éacide, père de Pyrrhus, ait été chassé du pouvoir en -317, avant de perdre le pouvoir en -313. Pyrrhus se réfugie alors auprès d'Antigone le Borgne, un des généraux d'Alexandre le Grand, et son fils Démétrios Poliorcète. Ces deux hommes vont enseigner l'art militaire à Pyrrhus, qui va les suivre lors de leur campagne. Il va s'illustrer pour ses qualités martiales, athlétique et morale. Il se marie avec Antigone, la fille de Ptolémée Ier, et reçoit une aide militaire et financière pour reconquérir son ancien royaume. Il reprend le pouvoir et règne 1 an avec Néoptolème II, avant de le faire assassiner et de devenir roi d'Épire en -296. À la mort de sa femme Antigone, il se maria à Lanassa, fille d'Agathocle, le tyran de Syracuse, ce qui lui permit d'étendre son influence en Sicile. Il profita durant le début de son règne d'une période de tranquillité pour renforcer son régime, puis il se lança dans une série de conquêtes en Grèce et en Macédoine pour profiter de la guerre fratricide entre les fils du diadoque Cassandre. Il réussit ainsi à doubler la taille de son royaume par la diplomatie et la guerre. En -291, il entra en guerre contre Démétrios qui annexait les territoires de Macédoine. Il y remporta quelques succès, comme la prise d'Athènes, et devint roi de Macédoine et de Thessalie. Mais le contrôle de ces nouveaux territoires fut difficile, et l'entrée en guerre de Lysimaque contre lui l'obligea à abandonner ses nouvelles conquêtes. Cette aventure en Grèce lui permit de mettre en pratique ses connaissances militaires et d'y entraîner son armée. En -282, la cité grecque de Tarente demanda de l'aide à ce roi stratège, car elle était entrée en guerre contre Rome, qui à cette époque commençait sa politique expansionniste en Italie du Sud. Pyrrhus accepta l'offre, et en -280, il partit en direction de Tarente, pour se mesurer à l'armée romaine. Pyrrhus débarque alors à Tarente avec une armée professionnelle et aguerrie par ses précédentes batailles. Lorsqu'il entre dans la ville, il fait fermer tous les lieux de plaisir et mobilise les personnes en âge de combattre pour les incorporer dans son armée. Cela faisait partie de son vaste projet. En aidant Tarente,
Il comptait bien conquérir ce qu'on appelle la Grande Grèce, et pour cela, ses alliés devaient supporter son effort de guerre. Il amena avec lui des éléphants de guerre qui, à cette époque, étaient inconnus pour les soldats romains, ce qui créa un effet de surprise lors de la première bataille. Mais ces animaux pouvaient se retourner contre son utilisateur. Avec l'arrivée de Pyrrhus en Italie, des négociations commencèrent entre Rome et le roi, mais celles-ci n'aboutirent à rien, et la confrontation fut inévitable. Les deux armées se rencontrèrent près de la ville d'Héraclée, qui s'était ralliée à Pyrrhus comme Métaponte ou Thurie. Lors de la traversée du fleuve Siris, l'armée romaine se fait attaquer, et la bataille semble incertaine, jusqu'à l'arrivée des éléphants de guerre qui terrorisent l'armée romaine. Pour les Romains, les pertes varient entre 7000 à 15 000, selon les sources, tandis que pour Pyrrhus, le nombre varie entre 4000 à 7000. Cette victoire totale sur les Romains permet à Pyrrhus de rallier d'autres peuples italiques à sa cause, comme les Lucaniens ou des cités grecques. Pyrrhus passa l'hiver à Tarente, où il tenta à nouveau de négocier avec les Romains, mais comme ces négociations n'aboutirent à rien, il prépara ses futures campagnes. Il entama la prise de nombreuses villes d'Italie du Sud et entra jusqu'en Campanie, où il rencontra pour la deuxième fois l'armée romaine au début de l'été -279. La bataille d'Osculum opposa Pyrrhus aux consuls Sulpicius Saverio et Decius Mus. Les Romains se positionnèrent sur une colline avec des pentes boisées et de l'autre côté du fleuve Ophide, afin de contrer les éléphants. D'après les estimations les plus réalistes, les deux forces en présence bénéficiaient de 40 000 hommes chacune. Les Romains, bénéficiant de l'avantage du terrain, réussirent le premier jour à stopper l'avancée de Pyrrhus. Mais à la nuit tombée, ils vont abandonner ces hauteurs pour se reposer dans leur camp. Cette erreur permet à Pyrrhus d'occuper ces hauteurs en premier le lendemain et à imposer un combat en plaine où les Romains se firent massacrer par la cavalerie et les éléphants. Plutarque mentionne que 6000 Romains périrent, contre 3500 pour les soldats de Pyrrhus. La victoire fut éclatante pour Pyrrhus, malgré la propagande romaine, qui des siècles plus tard essaya de minimiser cette victoire. Mais au même moment, des troubles secouaient la Sicile, où le tyran de Syracuse, Agathocle, mourut. Carthage, qui avait des vues sur ses territoires, décida d'en profiter, mais en craignant que le roi d'Épire ne vienne au secours de Syracuse, elle noua une alliance avec Rome. Avec ce nouvel allié, Rome décida de rejeter les offres de paix réalisées par Pyrrhus et continua le conflit. Pyrrhus décida de mener sa campagne en Sicile contre les Carthaginois. En septembre -278, il débarqua avec 8000 hommes et 800 cavaliers et réussit à repousser l'armée carthaginoise qui assiégeait Syracuse. Il fut alors nommé chef suprême roi de Sicile, ce qui lui permit de lever de nouvelles troupes. Il réussit à reconquérir une grande partie de la Sicile aux mains des Carthaginois, mais buta sur Lilybée, où le siège dura 2 mois, avant le repli de Pyrrhus, car la ville était lourdement défendue et ravitaillée par la flotte carthaginoise. Voulant porter la guerre en Afrique, il dut imposer sa volonté aux Sicéliotes, qui le virent alors comme un tyran, et des révoltes éclatèrent, ce qui obligea Pyrrhus à fuir la Sicile. Il revint cependant en Italie avec plus d'hommes et un butin de guerre, à l'automne -276. Mais à cause d'une attaque navale carthaginoise en traversant le détroit de Messine, et au harcèlement des Mamertins, il perdit beaucoup d'hommes. En -275, les armées romaines et épirotes se rencontrent pour la dernière fois. La bataille eut lieu près de la ville de Bénévent, au moment où Pyrrhus voulut aider les Samnites contre l'invasion romaine. Les deux armées se faisant face comptaient chacune 25 000 hommes. Le consul Curius, ayant appris des erreurs romaines, décida de camper sur les hauteurs et de maintenir la position, et les quelques attaques pour l'en déloger furent infructueuses. Curius décida alors de porter le coup fatal, en envoyant son armée contre Pyrrhus, et réussit à remporter la victoire. Le roi Épirote dut s'enfuir avec quelques hommes à Tarente, avant de retourner en Épire. Pour conclure, Pyrrhus fut une grande menace pour la République en pleine expansion. Il freina ses ambitions, et parvint à fédérer des peuples grecs et autochtones contre Rome, mais n'arrivant pas à s'imposer, et enchaînant les revers en Sicile et en Italie du Sud, il dut regagner l'Épire, en laissant ses territoires se faire conquérir par Rome. Ce roi stratège et diplomate ne cessa grâce à l'aide de Cinéas de mener des actions diplomatiques pour chercher la paix avec Rome après ses victoires, mais Rome refusa, pour ne pas laisser de légitimité sur la péninsule italique à ce roi étranger. Une phrase prononcée lors de discussions de paix entre le Sénat romain et Cinéas résume bien cette politique romaine. Que Pyrrhus évacue l'Italie. Après cela, s'il en a besoin, il parlera d'amitié et d'alliance. Mais tant qu'il sera les armes à la main dans l'Italie, les Romains lui feront la guerre de toutes leurs forces, quand même il aurait défait en bataille 10 000 Lévinus.